Merci à vous. Merci de cet accueil. Pardon encore de ne pas être parmi vous. Salut à Michael Xavier qui vient de prendre la parole et que je viens d'écouter. Je vais essayer d'être bref. Pour nous, cette question de l'adaptation, c'est déjà d'éviter l'explosion climatique. Donc ça, c'est la neutralité carbone 2050, mais c'est aussi s'adapter quand même parce que nous allons nous réchauffer, parce que c'est désormais trop tard, finalement. Donc, je voulais vous parler de ces deux choses. Le premier point, c'est l'évitement de l'explosion climatique. Xavier vient d'en parler. Il a brossé le tableau dans lequel on est. On est au moment d'une grande bascule. C'est la bascule vers l'électricité. Euh, on n'arrivera pas à se décarboner sans que notre consommation en énergie finale soit largement de l'électricité demain. Alors bien évidemment, quand je dis de l'électricité, c'est de l'électricité décarbonée en France grâce au nucléaire, mais aussi aux apports des énergies renouvelables et à l'hydraulique. On est déjà très décarboné à 93% lorsqu'on produit de l'électricité. Mais Xavier l'a dit, aujourd'hui, cette consommation d'électricité, c'est que 25% de l'énergie qu'on consomme. Et bien évidemment, l'enjeu, c'est que ça dépasse largement 60% et que ça devienne notre vecteur énergétique majoritaire. Et donc, du coup, le premier enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à ce que nos usages s'électrifient, c'est-à-dire quitte les usages du pétrole d'abord et du gaz fossile ensuite, et ce qui bascule vers l'électricité. Euh, alors, c'est électrifier les usages chez les ménages, c'est pas facile. C'est pas facile parce que dans tous les sondages qui sont faits, on voit que les ménages français et les ménages européens sont relativement appétents à le faire, mais en fait, ils ont besoin d'aide. Voilà. Ils ont besoin d'aide parce que aujourd'hui, s'électrifier, c'est pas gratuit. Sortir un capital pour changer sa voiture thermique en une voiture électrique, ce n'est pas gratuit. Mettre une pompe à chaleur, ce n'est pas gratuit. Donc ça, c'est un défi pour nous, mais c'est aussi un défi pour les pouvoirs publics. Euh, c'est pas que l'électrification des ménages, c'est aussi l'électrification des industries. Vous avez tous entendu parler à la fois de la volonté pour l'Europe de s'industrialiser. C'est très visible en France. On voit ici et là des annonces de gigafactories qui arrivent à Dunkerque, à Fos-sur-Mer, mais aussi Arcelor, par exemple, qui lui-même se décarbone pour produire son acier. Donc tout ça, ça devrait faire augmenter substantiellement la consommation française. En face, on vient de vous le dire, il faut qu'on couvre cette consommation avec de la production. Et oui, il faut qu'on avance à marche forcée sur tous nos moyens de production d'électricité décarbonée. Le plus facile à faire dans l'immédiat, d'ici 2035-2037, c'est des énergies renouvelables. Mais oui, le gouvernement a pris l'option de construire une nouvelle génération de réacteurs nucléaires. De toute façon, donc on n'a plus le temps. Il faut faire les deux pour qu'on soit confort en matière de production d'électricité. Et ça, c'est comme l'électrification des ménages et comme l'électrification des industriels. C'est un gros effort pour le pays. La consommation devrait augmenter substantiellement en matière d'électricité, même si on est très efficace énergétiquement et même si on est sobre. De l'autre côté, du coup, il faut qu'on produise plus. Entre la consommation et la production, il y a les réseaux. Et pour nous, c'est une véritable révolution copernicienne. Parce que les réseaux, c'est la colonne vertébrale de cette électrification. Et donc, du coup, ça devient la colonne vertébrale de cette transition énergétique. Et en France, historiquement, on a un des réseaux les mieux maillés au monde, les plus performants du monde, déjà très optimisés. Et on a toujours pensé que cette tendance, elle suivrait toujours et qu'on n'en entendrait jamais parler. Eh bien, en fait, non, il faut qu'on en parle, puisque la tendance ne suit pas toujours. Il faut qu'on fasse un gros investissement, un gros effort dans cette colonne vertébrale qui est le réseau électrique. Alors, j'en parle de manière générique. C'est le réseau de transport d'électricité que j'ai l'honneur de présider, mais c'est aussi la distribution. Et ça, c'est valable dans tous les pays d'Europe et en fait, c'est valable dans tous les pays développés du monde. Il faut qu'on s'occupe de cette colonne vertébrale. C'est ce qu'on fait avec un plan qu'on est en train de travailler
Euh, euh, on vient de dire qu'on était connu pour nos documents prospectifs. Effectivement, donc on en fait beaucoup. Et là, on prépare un document qui va s'appeler Transport d'électricité 2040 et qui va donner à voir tout ce qu'il faut faire sur le réseau de transport d'électricité français et sur les interconnexions d'ici 2040 euh, dans le cadre de cette neutralité carbone. Et alors du coup, donc, on y fait trois choses. On va y prévoir les raccordements. Comment est-ce qu'il faut connecter, comment est-ce qu'on va connecter toutes ces nouvelles consommations et toutes ces nouvelles productions. On va y parler de la manière dont il faut que le réseau se renforce, parce que j'ai dit que c'était une colonne vertébrale et que demain, les flux d'électricité en France seront plus du tout les mêmes d'aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Historiquement, la production d'électricité était très concentrée sur les sites nucléaires. Demain, une fois qu'on aura fait plusieurs gigawatts d'offshore en mer du Nord, dans la Manche et dans l'Atlantique, et bien en fait, tous ces flux d'énergie, il faut qu'on les déplace. Il faut qu'on les déplace d'ouest en est et du nord au sud. Et bien évidemment, ça nécessite des renforcements absolument majeurs. Puis il y a un troisième volet de ce plan, qui est un plan sur la résilience et sur le renouvellement. En France, le réseau de transport d'électricité, il est plutôt très bien maillé, il marche plutôt très bien, euh, mais il est un peu plus vieux que les autres. On a fait vieillir notre infrastructure un peu plus que les autres. Et bien évidemment, il est confronté à la question de la résilience. Voilà le plan. Alors, je parlerai, si vous me permettez, comme Xavier l'a fait, de questions économiques à la fin, parce que il est important, il a raison, qu'on parle un peu gros sous quand on parle de neutralité carbone et, euh, et, et de notre adaptation nécessaire. Alors, je disais que tout ça était pour le réseau de transport une, euh, une révolution copernicienne. Je vais vous donner un ordre de grandeur dès maintenant. Aujourd'hui, donc RTE, en 2025, investira 3 milliards d'euros sur le réseau. Il faudrait que ce rythme d'investissement passe à 6 ou 7 milliards d'euros par an. Donc, ça fait au moins x2. Et ça, rapidement, jusqu'en 2040 inclus. Donc, vous voyez que c'est un gros effort. Alors, c'est un gros effort pour nos ingénieurs. C'est aussi un gros effort pour la capacité des territoires à ce que ces territoires acceptent des nouvelles infrastructures d'énergie. Mais bien évidemment, c'est un gros effort financier. Et s'il y a des questions là-dessus, on pourra s'en dire de mots. Alors, j'ai parlé de ce volet, il faut qu'on raccorde, il faut qu'on connecte les nouvelles consommations et les nouvelles productions, il faut qu'on renforce notre colonne vertébrale, il faut qu'on s'occupe de la résilience. Avant de revenir sur la question de la résilience, je voulais dire que moi, je suis militant de la question de la relocalisation de ces industries réseau en Europe. Je vais en dire deux mots. Euh, Ces infrastructures énergétiques de demain, elles ne sont pas toujours acceptables, elles ne sont pas toujours très acceptées. Si en plus l'ensemble de ces milliards d'euros qu'on va dépenser pour faire la neutralité carbone et pour s'adapter au changement climatique, c'est synonyme d'accroissement du PIB dans des pays qui sont en dehors de l'Union, en dehors de notre Union européenne, ma thèse, c'est que cette transition sera encore moins acceptable. Et donc, nous, dans nos plans industriels à 2040, on accompagne ces projections d'investissement avec des plans de relocalisation. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Je pense que Xavier Villard, qui doit être encore là parce que je l'ai vu sur un coin de la caméra, ne me démentira pas. Nous avons un enjeu à ce qu'on relocalise en Europe euh, toute l'industrie qui permet de produire toute cette électricité et toute l'industrie qui permet de développer tous ces réseaux. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Aujourd'hui, l'Europe a perdu beaucoup de compétences en matière de fabrication de fournitures pour l'électricité. Le symbole dont on parle tout le temps, c'est les panneaux solaires. C'est vrai, sur les éoliennes, la concurrence chinoise est vraiment dure,
Mais tout ça, c'est vrai aussi pour les technologies réseau qui, comme vous le savez, sont des technologies particulièrement complexes. Voilà ce que je voulais dire sur les questions de perspective industrielle. Et moi, je suis militant de ce qu'on assume à ce que ces réseaux, ils créent de l'investissement en permettant de l'accueil de telle ou telle gigafactory, mais aussi à ce qu'ils permettent de la relocalisation d'industrie en Europe pour notre propre transition. Je pense que c'est le seul pacte social qui tienne avec les Français et les Européens. Alors, je vais quand même dire un mot de la résilience. Donc, je vous avais dit qu'il fallait qu'on s'organise pour atteindre cette neutralité climat 2050, cette neutralité carbone, mais c'est déjà trop tard, il faut qu'on s'adapte. Et dans nos plans stratégiques de maintenance et d'investissement, on se prépare à ce réchauffement. Alors, on aime bien les modèles hein, à échéance 2050 et au-delà. Donc, on travaille sur le scénario du GIEC RCP 4.5 pour les aficionados qui sont dans l'assistance, mais aussi nous, on, on fait aussi des crash tests sur le scénario RCP 8.5, c'est-à-dire en gros c'est le pire, hein, c'est le plus chaud. Et on s'inscrit bien évidemment dans ce que le gouvernement a demandé de penser l'adaptation de notre réseau qui est une infrastructure qui est une infrastructure d'importance vitale à plus 4 degrés en France et en Europe d'ici 2100. Donc, c'est dans ce contexte qu'on bosse. Alors, c'est pas parce que on parle que de température que le changement climatique ne joue que sur la température. En fait, il impacte l'ensemble des phénomènes météo et je vais, pour finir, vous en dire quelques mots. Pour nous, cette adaptation, c'est lutter contre un certain nombre d'éléments. Le vent, puisqu'il y a des phénomènes météo de plus en plus sévères en termes de vent. Récemment, il y a des tempêtes qui ont balayé la Bretagne et la Normandie. Le feu, les inondations et le chaud. Alors, le vent, je vais pas dire que c'est fait, mais euh, ces dernières années, donc RTE a mis en place un plan de résilience aux tempêtes et au vent. Aujourd'hui, le réseau structurant, il est résistant à des vents de l'ordre de 200 km/h. Alors, bien évidemment, personne ne peut se protéger contre des chaînes et des bouleaux qui volent, ou des toits, ou des maisons entières. Mais aujourd'hui, le réseau de transport d'électricité, au moins pour ses lignes principales, il a été sécurisé mécaniquement contre l'effet des tempêtes. Le feu. Le feu, c'est vrai qu'une ligne électrique euh, qui, euh, qui traverse de la garrigue, par exemple, et qui chauffe par définition, peut poser la question du feu. C'est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre des politiques de débroussaillement pour éviter qu'il y ait des interactions entre le transport d'électricité et de potentiels feux de garrigue ou de feux de forêt. J'en profite à cet égard devant ce public instruit pour dire que tout ça n'est pas exempt d'ambiguïté. Il nous arrive, par exemple, d'avoir du mal à débroussailler parce que nous survolons des zones qui sont naturelles et sur lesquelles le débroussaillement est interdit, en tout cas est très très limité. Et c'est intéressant ces questions de résilience parce qu'en fait, ça nous confronte à des contradictions qu'on avait mal conceptualisées jusque-là. Les inondations. Alors, les inondations, il s'avère que le réseau de transport d'électricité, avec ses 2700 postes électriques, est pas le réseau le plus exposé, en tout cas moins exposé que le réseau de la distribution. Mais là aussi, il y a un gros travail d'examen, de simulation de l'ensemble de nos infrastructures électriques qui pourraient être inondées. Et bien évidemment, des travaux d'investissement, soit d'étanchéification des postes, soit de déplacement, soit de relèvement de nos infrastructures électriques, finalement pour être tolérant à un certain nombre de crues qu'on va rencontrer de plus en plus dans certaines régions françaises.
Et je voudrais finir sur la question du chaud. Pour nous, la question du chaud, c'est probablement la plus importante et la plus critique. Pourquoi? Parce que il arrivera de plus en plus qu'en France, il y ait des bulles de chaud, de très gros chauds, sans vent, à certains endroits de notre territoire. Et ça se voit beaucoup dans le sud-ouest de la France. Et ça, pour un système électrique, c'est un problème. Alors, non pas parce que ça fait chauffer tel ou tel disjoncteur et qui pète, parce que ça peut arriver, mais c'est pas le plus gros problème parce qu'on les change, on les adapte, etc. Parce que euh, une électrique, c'est un morceau de métal qui se dilate avec l'effet Joule, parce que lorsqu'on fait traverser un flux d'énergie, et bien en fait, la ligne chauffe. Et lorsqu'on cumule la dilatation par du haut transit de l'électricité avec une bulle de chaud et en plus une absence de vent, ce qui est souvent le cas, donc avec les conditions anticycloniques qui risquent de s'aggraver, eh bien les lignes, elles se dilatent trop, elles baissent et elles se rapprochent du sol. Et ça, c'est un problème absolument redoutable. Déjà, ce que je veux vous dire, pour un opérateur d'infrastructure comme nous, c'est un problème de modélisation. Parce que finalement, c'est très compliqué, même si on essaye de le faire, de modéliser des climats très territorialisés pour essayer d'anticiper la manière dont les lignes vont se dilater. Et bien évidemment, ça va supposer des gros investissements. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon plan d'investissement, j'ai parlé de gros investissements pour la résilience. C'est beaucoup d'investissements. Alors, c'est déjà prescrire aujourd'hui que toutes les nouvelles lignes, elles sont construites aux caractéristiques d'un monde qui se réchauffe. Donc, ça veut dire des pylônes plus hauts, un petit peu plus haut, pas de panique, mais aussi des lignes dans des matériaux qui se dilatent moins, en tout cas qui supportent des bulles d'eau chaude sans vent. Mais aussi, c'est un gros programme de renouvellement. C'est-à-dire que, à l'occasion des questions qu'on se pose sur le vieillissement des infrastructures, eh bien, il y a des investissements qu'on anticipe aujourd'hui pour traiter ces questions de comment le système électrique se comporte mécaniquement lorsqu'il y a des bulles de chaud, lorsqu'il n'y a pas de vent, et lorsqu'on a besoin, chers amis, de faire transiter de l'intensité dedans parce que vous voulez de l'électricité. Je vais finir avec quelques éléments. Je vais parler milliards d'euros. Euh, Ça a fait un peu de bruit quand ce plan transport électrique 2040 était estimé, le chiffre est vrai, à une centaine de milliards d'euros par an d'ici 2040. Alors, c'est pas par an. C'est pour ça que j'ai dit que notre rythme d'investissement devrait passer à 6 voire 7 milliards d'euros par an. Ça fait tout de suite peur. Il ne faut pas qu'on en ait peur du tout, parce qu'il faut le comparer à ce que la France dépense en factures énergétiques pétrolières et gazières tous les ans. Jusqu'au Covid, cette facture qui n'était pas de l'investissement, qui est une forme de dépense de fonctionnement, c'est de l'argent qu'on perd tous les ans, cette facture moyenne était de 50 milliards d'euros par an. L'année du Covid, on a vu une explosion des prix des hydrocarbures. Cette facture française pour acheter du pétrole et du gaz est passée à 116 milliards. On est passé de 50 milliards par an à 116 milliards. Et en 2023, la France a dépensé 75 milliards en hydrocarbures. Et donc, c'est important de citer ces chiffres parce que, oui, il y a beaucoup d'investissements à faire. Oui, je partage avec Xavier que l'argent public ne suffira pas. Et à la vérité, pour les utilities, il n'a jamais vraiment suffi. On a historiquement, les concessions le montrent, fait aussi appel à l'argent privé. C'est des investissements colossaux, certes, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont amortissables. Euh, Ils sont proportionnés à la révolution copernicienne dont je parlais au début. Mais finalement, quand on les compare à la facture pétrolière et la facture gazière tous les ans, ils restent très contenus. Et je pense que c'est bien qu'on retienne ça. Les investissements nécessaires de faire dans l'électrification des usages, dans les réseaux et dans la production, ils restent contenus lorsqu'on les compare à la facture hydrocarbures et au risque qu'on a de rester dépendant à la fluctuation des cours de ces hydrocarbures qui,
comme vous le savez, sont très liés à nos contextes géopolitiques qui, pour le coup, ne sont pas très stables et qui risquent de ne pas être très stables pour très longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis. Merci. Merci Xavier Piéchazic pour cet exposé et ce retour sur l'ensemble des problématiques donc propres à l'entretien, à la rénovation et à la résilience de ces réseaux électriques sur lesquels nous avons choisi eh bien de concentrer donc de nous concentrer durant cet après-midi. Il nous reste peut-être quelques minutes, pas plus, pour recevoir, entendre l'une de vos questions et la soumettre à Xavier Piéchazic. Est-ce que dans la salle, l'une ou l'un d'entre vous souhaite intervenir? Sinon, ça nous servira donc de transition et nous glisserons aussitôt vers la table ronde qui sera animée par Édouard de Quaker. Peut-être une question pour ma part et une question qui porte sur le temps. Vous avez évoqué la diversité des investissements à consentir pour assurer la pérennité et le développement, l'adaptation de ce réseau, pas seulement à l'enjeu climatique, mais aussi à la transformation du paradigme de production d'énergie dans le pays. Vous travaillez sur un horizon de temps long, vous aussi, avec en particulier des études prospectives, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui sont particulièrement appréciées, qui sont des études à l'horizon 2050. Combien de temps ou comment cet impératif du temps et la variété des options ou des hypothèses que vous évoquez dans ces scénarios énergétiques guident vos travaux et la façon dont vous réalisez le renouvellement finalement de ce réseau? Nous, on a fait des projections du système électrique à l'échéance 2050 et 2060. C'est ce qu'on a publié dans Futur énergétique. Pour ce qui concerne les infrastructures unitaires comme le réseau de transport, on tente, et c'est ce qu'on fait, de le projeter assez précisément d'ici 2040, mais on en a une vision d'ici 2050. Bien évidemment, plus on s'éloigne du temps d'aujourd'hui, plus nos prévisions et nos modèles deviennent approximatifs. Nous, ce qu'on croit, c'est que cette transition, elle ne se fera pas sans qu'il y ait des entreprises comme la nôtre, mais on n'est pas les seuls à se projeter loin, pour deux raisons. La première, je reviens donc à la question de l'industrialisation de l'Europe, c'est qu'il faut que cette transition, elle donne lieu à une réindustrialisation et que ceux qui sont en capacité d'investir dans des nouvelles usines pour nous fournir veulent de la visibilité, et en fait, ils ont raison. Et en fait, le deuxième avantage à ce qu'on se projette loin, c'est qu'il faut qu'on arrive à penser du point de vue économique cette transition. Et là, je rejoins ce que disait Xavier. Vous savez que le principal paramètre qui fera le coût complet du système électrique de demain, c'est les coûts de financement. C'est le WACC. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre ça sur la table. Comment est-ce qu'on s'organise pour faire appel à tel ou tel type de capitaux? Comment est-ce qu'on s'organise pour garantir tel ou tel risque? Comment est-ce qu'on s'organise pour attirer tel ou tel investisseur public ou tel investisseur privé? Et ça prend du temps. Et finalement, on n'a pas tellement l'habitude de penser des systèmes économiques comme le système énergétique long terme. Donc, nous, on le fait pour que le débat existe, mais aussi pour que ça donne de la visibilité à tous ceux qui veulent bien venir apporter leur pierre à cette affaire. J'insiste sur les questions de financement. L'énergie, c'est des business de coûts fixes. Il y a très peu de coûts variables et donc, en fait, il y a un élément absolument déterminant au milieu de cette électrification et donc au milieu de cette électrification, c'est finalement quelles sont les sources de financement et quel doit être ce coût de l'argent. Est-ce qu'il faut que ce soit très régulé ou pas? Moi, je pense que c'est un très bon débat et nous, on met ces choses-là sur la table maintenant pour qu'on ait le temps de prendre telle ou telle option. Et c'est, à mon sens, absolument capital.